monsieur, bonjour. En ce dimanche de Pâques, personne sur ce plateau ne vous promettra la résurrection, du moins pas tout de suite, mais peut-être bien l'immortalité. Elle serait à notre portée, affirme Laurent Alexandre. Il est l'auteur de La mort de la mort, et Didier Corneille, l'auteur de Et si on arrêtait de vieillir? Il y a quelques semaines, des scientifiques ont rajeuni des souris en laboratoire, tandis que des cellules de centenaires ont retrouvé leur jeunesse. Chaque jour ou presque, des découvertes scientifiques vont dans le même sens. Alors, le processus de vieillissement est-il en passe d'être maîtrisé? Avec quelles conséquences sociétales, économiques, philosophiques? Significativement supérieure à celle qu'on envisage aujourd'hui. En revanche, les enfants qui naissent aujourd'hui vont probablement bénéficier à partir de 2050 de progrès biotechnologiques tout à fait exceptionnels. Donc nous sommes peut-être à la veille d'un bouleversement philosophique, politique et médical considérable. Notre espérance de vie, elle a déjà beaucoup augmenté. Ouais. Grâce au recul de la mortalité infantile, grâce à la médecine et à l'hygiène, l'espérance de vie qui en Belgique n'était que de 25 ans en 1750 est aujourd'hui de plus de 80 ans. Parmi les enfants qui sont dans une salle aujourd'hui, il est possible que certains vivent plusieurs siècles. En tout cas, j'en suis convaincu, mais je le répète, avec les technologies du futur et pas avec les technologies d'aujourd'hui. Sûr que vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, ça n'est pas quelque chose qui doit devenir obligatoire. Donc si les gens ne souhaitent pas vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, la plupart des personnes âgées, quand on leur dit si vous allez mourir dans 20 ans, l'optique c'est nous allons nous dégrader petit à petit et donc ils ne le souhaitent pas, mais souhaitez-vous mourir après-demain? La réponse est presque toujours non. Et en fait, les personnes âgées, il y a une courbe, quand on demande aux gens s'ils sont heureux ou pas, il y a une courbe du bonheur qui est les gens jeunes sont heureux, les gens d'âge moyen sont moins heureux et les gens plus âgés sont à nouveau plus heureux, de plus en plus heureux, sauf quand les mécanismes de dégradation dus au vieillissement commencent à faire leur effet. Les trois causes principales de mortalité actuellement, ce sont les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies neurodégénératives. Mais vous dites qu'on va pouvoir lutter contre tout ça. Dans le domaine des... prolonger notre vie pendant... Dans le domaine des maladies cardiovasculaires, les progrès sont extrêmement rapides. Dans le domaine, c'est à peu près 50% de mortalité en moins en 30 ans. Dans le domaine des cancers, les progrès sont rapides dans certains domaines, mais pas dans tous. Et pour les maladies neurodégénératives, c'est certainement là qu'il faut des investissements scientifiques considérables. Et un des enjeux majeurs de ce début du XXIe siècle, c'est de savoir si ces progrès qui s'annoncent, donc on a cité les thérapies géniques, on a cité la nano, etc., si ce sera pour, en tout cas dans une phrase transitoire, seulement les personnes les plus aisées qui pourront se payer des cliniques dans des pays moins restrictifs, ou bien si ce sera pour l'ensemble des citoyens. Et donc ce pourquoi nous militons dans notre association, et c'est pourquoi donc c'est notamment pour que des recherches soient faites ici en Europe, parce que cela permettra non seulement aux gens les plus aisés de vivre beaucoup plus longtemps, d'ajouter des années à la vie, et des années en bonne santé à la vie, mais ça permettra cela à l'ensemble. Une chose importante, c'est 1 euro qui est dépensé pour lutter contre les maladies liées au vieillissement. Si ça aboutit à des progrès, c'est 1 euro qui peut bénéficier à des gens sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, on va y venir. Aujourd'hui, il y a 100 000 personnes qui vont mourir de maladies liées au vieillissement, et c'est 100 000 personnes sur 2 décès sur 3 dans le monde. Donc ce n'est plus la cause, c'est la cause principale de décès, toutes les maladies liées au vieillissement. Et c'est pour ça qu'une personne qui souffre d'Alzheimer aujourd'hui, que ce soit au Bangladesh où l'espérance de vie a progressé de 12 années sur les 25 dernières années. J'ai vu qu'au Mozambique c'était 39 ans, donc là il y a encore du progrès. La seule exception par rapport au progrès en matière d'espérance de vie, c'est malheureusement l'Afrique, et plus exactement l'Afrique subsaharienne. Et que nous devons résister de toutes nos forces au nom même du sens de l'homme. C'est un terrible marché et c'est un terrible enjeu. C'est un véritable combat qu'il faut mener contre cette idéologie. Donc effectivement,
Première chose, donc c'est très difficile de faire des prévisions, surtout lorsqu'il s'agit du futur. Ouais, ça, c'est une phrase allez, humoristique classique. Vous défendez le transhumanisme, donc le terme, dans le mot transhumanisme, dans le mot transhumanisme, il y a d'abord le mot humanisme. Et donc, qu'est-ce que l'être humain? L'être humain, c'est depuis même avant que l'être humain ne fût humain, c'est se dépasser soi-même. L'invention du feu précède même l'existence de l'humanité. Et donc, il y a chaque fois qu'il y a des progressions technologiques au sens large, un choix à faire entre plusieurs aspects. Par exemple, Socrate a toujours dit qu'il n'était pas souhaitable d'utiliser l'écriture. Et en un certain aspect, il avait raison. L'écriture présente des inconvénients et présente des avantages. Et donc, de même, permettre aux gens de vivre beaucoup plus longtemps, et ça ne présente pas que des avantages, ça présente aussi des inconvénients. Ça, c'est quelques mots sur les avantages au point de vue de la société dans son ensemble, parce que je pense que c'est plus important que les avantages pour les individus. Pour la société dans son ensemble, vivre plus longtemps, ça veut dire une société beaucoup moins violente. Important que les médecines et les progrès en matière de médecine soient collectifs, qu'il faut que les recherches aussi et les aspects brevets, etc., soient financés au niveau notamment de l'Union européenne pour qu'ensuite ça puisse se bénéficier à l'ensemble de la population et pas à une minorité de la population. C'est extrêmement important. Donc il faut un financement public, dites-vous, mais aujourd'hui on voit qu'effectivement c'est Google qui finance une série de choses. Vu qu'il y avait... Une des raisons pour lesquelles il y a des risques en matière d'inégalité, c'est les gens ici autour de la table qui pensent qu'il ne faut pas faire des progrès dans ces domaines-là et qu'il faut le laisser en dehors et qu'il ne faut pas s'en occuper, que ça n'est pas une priorité. Ah non, je crois qu'il n'y a personne qui a dit qu'il ne fallait pas faire de progrès. Ça n'est pas dit comme cela, mais le résultat... Si dans les pays européens ne se font pas des recherches scientifiques, c'est qu'à ce moment-là, ce sera fait par Google ou par des pays asiatiques, et donc à ce moment-là que ça sera des progrès qui ne seront, en tout cas dans une phase intermédiaire, accessibles qu'à certains. Puis dans cette grande révolution biotechnologique, la personne âgée sera moins fragile, c'est ça? Normalement, le but d'une médecine anti-âge sérieuse, je ne parle pas de charlatanisme. Le but d'une médecine anti-âge sérieuse, c'est effectivement de nous faire aller plus loin, mais en bonne santé. Il est clair que si on doit vivre 500 ans, 70 ans normalement, et puis 430 ans en maison pour personnes âgées dépendantes en seigneurie, ça n'a aucun, au-delà de l'aspect économique, ça n'a aucun intérêt individuel et collectif. Donc, de faire reculer la mort n'a de sens que si on a des technologies qui nous permettent de régénérer nos tissus, nos cellules. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué car il y a effectivement des vrais murs biologiques. Et on retombe sur la question qu'on a évoquée tout à l'heure. Casser ces murs suppose de modifier notre identité biologique et génétique. Et donc, c'est effectivement un choix politique, philosophique, que l'humanité aura à faire au XXIe siècle. Faut-il se casser ce mur? Et à quel prix pour notre identité biologique? Faut-il changer notre humanité? Mais là, on parle effectivement... Mon père, je suis en désaccord total. Le problème de la tuberculose, c'était pas de mettre les enfants et les adultes tuberculeux dans des bons sanatoriums. C'était de trouver le traitement contre la tuberculose. Et effectivement, la tuberculose n'existe quasiment plus. Il y aurait donc un traitement contre la vieillesse. Contre l'Alzheimer, des traitements vont exister dans les décennies qui viennent. La question que nous nous posons, c'est est-ce que là où c'est possible, grâce au progrès dans les domaines thérapie génique, dans les domaines des nanotechnologies, dans les domaines des recherches pour les produits, est-ce que là où c'est possible, que ça la bénéficie non pas à des gens hypothétiques, mais à nos parents, aux gens qui souffrent aujourd'hui d'Alzheimer et aux gens qui souffriront demain d'Alzheimer, si c'est possible d'améliorer ces situations grâce à des progrès médicaux, est-ce que nous le souhaitons? Et personne théoriquement ne s'y oppose, mais encore une fois, si on laisse les recherches se faire chez Google, Calico exclusivement, et si on décide de ne pas investir, concrètement, cela veut dire que les gens qui meurent aujourd'hui d'Alzheimer, qui souffrent aujourd'hui d'Alzheimer, qui se dégradent progressivement, n'ont pas de chance de bénéficier de nouvelles thérapies. Je souhaite aussi que pour les générations suivantes, les générations qui nous suivront, que là où c'est possible de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, d'ajouter des années à la vie et de la vie aux années,
qu'on le rende possible grâce au progrès en matière médicale. Le tout est de savoir ce qu'on va en faire. Hein. Et je vous cite, vous citez plus exactement une romancière britannique, Susan Hertz, qui dit ceci: des millions d'hommes désirent ardemment l'immortalité alors qu'ils ne savent pas quoi faire un dimanche après-midi pluvieux. J'ai beaucoup aimé cette phrase. J'ai beaucoup aimé cette phrase. L'enjeu, ce n'est pas du tout d'ajouter des années aux années. L'enjeu, c'est d'ajouter de la qualité aux années que nous avons, même si nos années sont très peu nombreuses. Donc si j'ai un tout petit bonhomme dont on me dit qu'il n'en a que pour quelques mois, comment va-t-on faire pour que ces quelques mois soient de très grande qualité? Ou une personne qui a 80 ans et qu'elle ait vraiment de la qualité. On est content de l'augmentation de l'espérance de vie. Personne autour de la table ne souhaite revenir aux 25 ans d'espérance de vie à Bruxelles en 1750. Personne ne veut faire le chemin en arrière. Donc arrêtons de dire que l'augmentation de l'espérance de vie n'est pas importante. Il y a 2 siècles, probablement pas. Est-ce que donc il y a des gens qui ont peur de la mort? Certainement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de la vie et peur de vivre plus longtemps? Probablement aussi. Mais oui, et d'ailleurs il y a des gens qui se suicident. Et si demain ça n'arrivera pas, mais si demain on trouvait la pilule pour l'immortalité, soyons clairs, ça ne deviendra pas une prescription obligatoire, et donc ceux qui ne souhaitent pas la prendre pourront ne pas la prendre. Et donc voilà, la question c'est une question de liberté. Et ce sera un peu plus compliqué qu'une seule pilule. Oui, et ce sera beaucoup plus compliqué qu'une seule pilule. Vous dites que c'est une question de liberté. Pour le moment, il n'y a pas le choix de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé ou pas, et surtout pas le choix pour les plus défavorisés d'entre nous. C'est ça, mais est-ce que tout le monde pourrait avoir cette liberté? Est-ce que n'importe où dans le monde, on pourrait avoir accès à ces formidables thérapies que vous nous vantez? On peut en douter quand même. L'avenir n'est pas écrit, bien sûr, et cela dépend notamment des choix qui sont faits. Et donc, un des choix, c'est est-ce que l'on va faire des recherches en matière médicale ici en Europe ou ailleurs? Est-ce que ceux qui pensent on a bien vraiment, compris. Voilà. Mais elles se font quand même. Je m'adresse à vous. Il y a peu de recherches qui ont vraiment pour objectif de maîtriser les maladies liées au vieillissement. Et il peut y avoir une sorte de modification des perceptions. Mais bien sûr que la science est de plus en plus collective, et donc les risques que j'ai cités tout à l'heure ne sont pas des risques majeurs, et qu'il y a beaucoup d'espoir aussi. Mais dans la mesure où il y a une perception, notamment par l'opinion publique, que gagner des années de vie en bonne santé devient quelque chose de plus en plus facile grâce aux progrès qui ont été cités, dans la mesure où il y a cette perception, dans la mesure où il y a une volonté dans la population d'aller plus loin dans ce domaine-là, cela facilitera considérablement les choses. Et encore une fois, c'est une question de choix. Ça n'est pas pour ceux qui ne veulent pas vivre plus longtemps. Il n'y a pas d'obligation. Il nous reste 20 secondes, Monsieur Cornell. Une chose importante, attention. Donc aujourd'hui, il n'existe rien qui permette réellement de gagner beaucoup d'années de vie. Voilà. C'est pour ça qu'il faut des progrès. Mais